Bonjour et bienvenue sur Castagne FM, le podcast qui parle de bagarre. Je suis avec Jérémy. Bonjour Adrien. Salut Jérémy. Aujourd'hui on reçoit Michael Abdullah. Salut Michael. Salut les gars, comment ça va ? Bah ça roule. Il est un peu tôt, mais plutôt bien. On est ravis de te recevoir. Alors pour le coup, Michael, c'est quelqu'un qu'on connaît bien. Ça fait au moins 4 ou 5 ans qu'on se connaît. Puisque tu es ceinture noire de Jiu-Jitsu brésilien à la Gracie Barra, où Jérémy et moi on s'entraînait avant. Et donc voilà, on est vraiment ravis de te voir aujourd'hui. Bah écoute, le plaisir est partagé, je suis vraiment content de faire ça avec vous quoi du coup. Eh ben écoute, c'est cool, on va te laisser te présenter. Ok, donc Mickaël, ceinture noire de Gracie Barra à Paris avec Julien. Ça fait à peu près 8 ans que je pratique toujours à Paris, la Gracie Barra à Paris, avec mon frère. Pour moi, c'est important de préciser, avec mon frère Eric que vous connaissez aussi. Marié depuis 20 ans, hein, vous le savez, vous avez vu ma plus longtemps que le Jiu-Jitsu. Plus longtemps que le Jiu-Jitsu du coup, et père de 3 enfants qui me rendent bien aussi l'amour que je leur porte du coup. Voilà quoi. Que vous connaissez aussi. T'as une vie bien remplie. Ouais, une vie bien remplie, d'un jeune père de famille, c'est comme ça que je me définis. Jeune, t'es sûr ? Ouais, si, bon allez, j'ai 41 ans. Allez, tu rentres direct dans le vif du sujet. Ouais, j'ai 41 ans, mais ça va, on est encore présent. Pourquoi tu dis c'est important de me préciser avec mon frère ? Parce que du coup, mon frère m'a fait découvrir le jiu-jitsu brésilien. Ah, c'est Eric ? C'est Eric qui m'a fait découvrir le jiu-jitsu brésilien, du coup, et j'étais plus dans les sports pieds-poings à l'époque, avant que je commence le jiu-jitsu brésilien. Comme pas mal de personnes, je me suis dirigé vers... j'ai surfé sur la vague MMA à un moment donné, il y a à peu près une dizaine d'années, où j'avais fait 1 an et demi de manière intermittente à la Snake Team, tu vois, et j'avais besoin de... Si je me rappelle bien, parce qu'on en avait parlé, je crois, avec ta femme. Ouais. C'est ça ou pas ? Ouais, c'est ça. C'est énorme. Et parce que tu m'avais expliqué, on avait eu une conversation au tout début quand je commençais, on avait parlé de ça et tout, et tu m'avais dit ouais, puis c'est cool parce que des fois on s'entraîne et tout à la maison, on revoit des trucs ensemble et tout. Ouais, c'est ça. Putain, le couple est chaud. Ouais, quoi. ouais, parce que du coup, Vanessa a fait pendant 2 ans des cours de lutte à livrer avec Nicolas Régnier. Ah, lutte à livrer. Ouais, donc elle a pas voulu. C'est marrant parce qu'en fait, elle est partie ailleurs. C'était cool en même temps. Je trouve ça cool qu'elle aille ailleurs en plus avec un bon prof, Nicolas, du coup. Et à la maison, quand on rentrait, on révisait nos techniques devant les enfants, quoi. C'était marrant, quoi. Voilà, quoi. Sachant que tes enfants font du jiu-jitsu aussi. Voilà. Grosse ambiance à la maison. Voilà, donc les 3, ouais. Il y a rarement d'engueulade au final. Hein. Voilà, donc on poussait les murs, on mettait des grosses couvertures par terre, on révisait, quoi. C'était marrant, c'était cool, ouais, quoi. J'imagine. Donc plus voilà. le frère aussi qui en Plus fait. le frère et mon neveu à un moment donné aussi en a fait pendant 3-4 ans. Voilà, quoi. Wow. Et donc ton frère, lui, ceinture marron. Marron. Avec qui on s'entraînait aussi à la GB, Voilà, ouais. Gracie Barra à Paris. Et alors, donc toi, ceinture noire. Ouais. T'es juste parce que t'es plus fort, parce que t'es plus. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, c'est que mon frère a passé beaucoup de temps aussi à Montréal, à travailler pour la Gracie Barra à Montréal, D'accord. chez Bruno Fernandez. Et du coup, le temps qu'il ait ses grades, moi j'avais déjà ma marron quand lui il était encore violette quand il est revenu de Montréal. Donc du coup, ça a décalé juste de quelques temps, mais je suis carrément pas plus fort que lui, quoi. Je vais pas dire que c'est le contraire parce que sinon il va me tirer les oreilles, mais non, vraiment, non, à ce niveau-là, non, c'est pas ça du tout, c'est no stress. Écoute, c'est comme ça, quoi. C'est comme C'est qu'il a mis un moment entre parenthèses pour. Voilà, c'est que apprendre à pendant enseigner quelques temps, il essayait a pris le temps d'appréhender les choses à Montréal, donc ça a mis un peu plus de temps. C'était différent, tu vois. Voilà. Il voulait vivre Jiu-Jitsu. Exactement, ouais, c'était très cool pour lui, quoi. T'as été à Montréal toi aussi, non ? Effectivement, j'ai passé 3 mois, non ? 4 ou 5 mois. 4-5 mois, 4, et puis t'avais laissé ta famille et tout, t'es parti en Ouais, guerrier. Ouais, je suis pas. Ah, tu ne veux que le mettre dans le mal là ce matin. Non, mais c'est très bien. Il a abandonné ça. C'est quoi le délire ? On va faire du gossip un peu sur Castagne FM. Non, tu peux, parce que du coup, en fait, c'était un projet qui me tenait vraiment à cœur de partir, de vivre cette expérience, tu vois, de vivre dans le jiu-jitsu, de bosser là-dedans. Et Est-ce que c'est par rapport à ce qu'avait vu ton frère ? disons que ça m'a vachement influencé. Ah ouais. Parce que pour le coup, je parlais de temps en temps avec Bruno, le prof de la Gracie Barra à Montréal. Je suis parti visiter mon frère 2 fois, dont la première fois avec Julien, du coup, et ça nous a permis de voir comment Eric était, quoi. Julien Casier. Julien Casier, pardon, ouais. Bah oui, on sait, parce que tout le monde. Il y a des gens qui débutent. Hein, Oui, c'est vrai, pardon, ouais, c'est vrai qu'on le connaît tous. Qui mais ne sont pas de Paris, donc Julien Casier. Julien Casier, ceinture noire de Gracie Barra. L'instructeur général, comme ouais, head coach, comme ils disent nos amis anglo-saxons, du coup. La première fois, je suis parti avec lui pour l'Open de Montréal en 2014. Novembre 2014, et Eric était donc déjà là-bas depuis une bonne année bien remplie, et c'était cool parce que on a pu bénéficier de petites sessions privées avec Bruno, et
waouh, c'est un monstre quoi. Bruno, c'est un monstre en fait. Ouais, puis en plus Bruno, de ce que je me rappelle, c'est quelqu'un qui est médecin en plus. Enfin, je veux dire, on a un vrai mec malin qui a fait des longues études. Et De tout. longues Enfin, études, ouais, ouais. malin, qui a ouvert 4 écoles sur Montréal quand j'étais arrivé. Et du coup, il a laissé ses ceintures noires s'en occuper. Maintenant, il en a 2 nouvelles. Et moi, quand je suis parti là-bas, c'était pour vivre ça. Tu sais, l'idée, c'était, comme je l'avais dit, c'était de pouvoir emmener toute ma famille là-bas, pardon. Et de pouvoir bosser là-bas et d'ouvrir mon académie avec Bruno. Après, pour des raisons diverses et variées administratives, on va dire, ça n'a pas pu se faire. Mais c'était vachement cool, quoi. J'ai vraiment, comme on dit, kiffé le truc. Tu vois, le truc, c'est vraiment de vivre, tu vois, le truc. De vivre le rêve que beaucoup de gens ont ou auront encore maintenant, quoi. Voilà. Et attendez où maintenant de ce rêve de vivre du jiu-jitsu brésilien? Ça va se faire. Ça va De se quelle faire. manière? De quelle manière? C'est-à-dire que justement les opportunités, tu sais, je pars du principe que les opportunités, faut les créer aussi, faut le vouloir. Et après, ton plan d'action, tu le mets en place petit à petit. Et c'est le fait d'être déjà ceinture noire avec Julien, de rencontrer des gens à droite et à gauche, comme à Nottingham ce week-end. Ça permet aussi de se faire connaître au-delà que de la compétition que je peux croiser pour le championnat d'Europe à Lisbonne ou quoi que ce soit, tu vois. Et c'est vachement cool parce que ça te donne alors une petite légitimité déjà parce que les mecs te connaissent en fait. Et comme, alors les mecs, comme je dis les mecs, c'est qui? C'est prof hyper connus comme Braulio, Victor ou Lagarto, ou d'autres comme le patron de la GB Irun, Jawad, et d'autres personnes, quoi, Gracie Baranderlec et tout, qui te connaissent. Et tu parles, Sébastien Garnier aussi, qui me connaît maintenant depuis quelques temps déjà, donc c'est dans les projets, c'est dans les coups on travaille, étape par étape. Tous les gens que tu as cités, c'est un peu les pontes de la Gracie Barra Europe en gros. Exactement, ouais, c'est d'autres personnes aussi, dans le désordre, Julien, Victor, Brolio, Lagarto, Jawad et tout, Sébastien, alors, j'espère qu'ils ne m'en voudront pas d'avoir dit ça, surtout Julien, je sais qu'il est très humble, mais ouais, pour moi, ouais, quand j'ai vu ce que j'ai vu ce week-end, ouais, il est... Qu'est-ce qu'il y avait ce week-end? Parce que, Ah oui, une fois oui, de plus, pardon, en fait j'ai posté des images, effectivement, j'ai posté des trucs sur Instagram et Facebook. Du coup, en fait, il y avait la première conférence européenne Gracie Barra à Nottingham, chez Victor. Et c'était une manière d'unifier un peu toutes les règles, en fait, tout le process Gracie Barra avec les différentes écoles européennes. Victor Estima, en gros, c'est lui le boss de la GB Europe. C'est le patron de la Gracie Barra Europe. Donc c'est un peu, c'est quoi, ça veut dire que c'est un genre de numéro 2 Gracie Barra dans le monde, numéro 3, enfin il est vraiment... Ouais, parce que numéro 3, en fait, donc t'as Carlos Gracie Junior, après t'as Marcio, Feitosa, Flavio et... comment le troisième encore je vais dire Joka. Ouais, eux en gros c'est le centre Eux, de c'est la voilà, Gracie Barra c'est le centre eux, c'est les vrais patrons. à tu Los vois, Angeles. à Los suppose. Angeles. Et du coup, après, en Europe, effectivement, Victor, c'est le numéro 1. Et là c'était la première fois qu'il y avait ce genre de choses. Voilà, avec organisées des par la écoles Gracie Barra. voilà, des écoles des Pays-Bas, des écoles d'Espagne, de France, donc nous, pour Julien et moi, Belgique, Slovénie avec Carlos Maya, Allemagne, gros niveau quoi, gros niveau parce qu'au niveau du workshop, du gros, pour expliquer, il y avait une conférence, tu sais, un peu plus du style universitaire, conférence où ils expliquaient le nouveau process, comment ça allait se passer pour les certifications des écoles, Pas du tout public, que entre vous. que entre membres de la Gracie Barra, donc avec réservation et tout dans un hôtel, où Victor, Sébastien, Braulio expliquaient un peu comment ça allait se passer maintenant pour unifier un peu toutes les écoles Gracie Barra en Europe, et avec une certification d'école en 3 degrés, on va dire, qui part de premier degré, école simple, qu'ils appellent Training Center, à School Premium, où toutes les règles Gracie Barra sont respectées au niveau code couleur, gestion des cours, qu'est-ce qu'on met à l'intérieur de ces cours, une ceinture noire qui gère ses cours, enfin du moins qui est responsable de l'école Premium, uniformisation. Ouais, c'est une mise en place d'une équipe en fait. C'est une mise Voilà, en place, c'est ça, d'une ligne directrice. C'est ça, il y a une ligne directrice. C'est comme ça que c'est vraiment, ouais, c'est vrai. C'est très nord-américain en fait. Pour avoir commencé, voilà. on va pas. Mais pour avoir commencé, c'est vrai que c'est la sensation qu'on a, c'est-à-dire qu'il y a un ça donne un côté, il y a un côté rassurant en fait quand on commence. Exactement. On a vraiment ce sentiment d'appartenance à quelque chose. Voilà, c'est vrai, ça. hein, c'est vrai. C'est ça. Et c'était ça, c'est donc qu'il il a essaie de rappelé, tu veux, développer, voilà, pardon. Et ça m'a rappelé du règle, les règles d'uniformisation, tu sais, au niveau kimono vestimentaire, avec des exemples très simples du coup, et c'est pourquoi aussi moi j'y crois en commençant à la Gracie Barra, avec le même kimono. De toute façon, on nous voit bien quand on va en compétition, on a tous les mêmes kimono Gracie Barra.
tu vois, le même uniforme, même pendant les entraînements, on essaye par pédagogie d'expliquer aux gars, voilà, comment ça va se passer. Mais nous on traîne qu'avec des sapeurs des kimonos. Ouais, je sais, mais Voilà, j'avoue, elle est vous vous excluez de tout un, exactement, pan mais de tarés. Ouais, mais après, c'est vrai que ouais. ça peut paraître un peu bizarre d'un point de vue extérieur. Et après, quand tu expliques même à d'autres personnes qui sont pas du tout dans cette mentalité-là, qui comprennent pas, avec l'explication de pédagogie, ils disent ouais, en fait, ouais, c'est normal, ouais. Alors pour le coup, moi je trouve que d'extérieur, l'attitude Gracie Barra, elle paraît plus simple. On a l'habitude, tu sais, t'es au PSG, t'as le Voilà, maillot du PSG. voilà. Très bien, t'es un mec bien, toi, PSG, déjà, je savais que t'étais un mec bien. Non, mais, moi, le coup des kimonos, avec des patchs de dingue, moi ça me fait mourir de rire, tu vois, je trouve ça hyper drôle. Ouais, Bon, bien sûr, bien sûr. après c'est vrai que si tu veux monter une grosse équipe et que tu veux être reconnu, c'est quand même C'est un comme bon ça, moyen de voilà. faire. Ouais. Après, comme je dis, il n'y a pas de mystère, c'est soit t'acceptes les règles, et ça te va, bon bah écoute, tu respectes les règles, sinon bah c'est pas grave, je veux dire, il y a tellement d'académies dans Paris, il y a intramuros, c'est en banlieue, que tranquille quoi. Non, mais No je pense que stress, quoi. si tu vas dans une académie comme ça, c'est que tu recherches ça, c'est que tu as Voilà, besoin c'est un de côté ça, rassurant c'est- comme tu le c'est dis, un du côté coup même pour les rassurant, enfants, parce pour les qu'il y a parents, de- quand ils emmènent leurs enfants là-dedans, on leur explique la façon, comment ça fonctionne, ils se disent ah ouais ok, tous les gamins sont avec un Guy Gracie Barra, bleu ou blanc ou même rose pour les gamines, tu vois, du coup, c'est celle qu'ils veulent, parce que je t'avoue que ma fille, le Guy rose, elle a fait non, je veux un blanc comme mes frères, bon bah d'accord. Le rose, ça l'intéresse pas du tout. Et du coup, les parents sont rassurés, tu vois, parce que Ouais. c'est le même warm-up pour toutes les académies Gracie Barra, c'est les techniques, semaine par semaine en fait, c'est les mêmes techniques pour toutes les écoles, que ce soit enfants ou les cours adultes. Et tu vois, c'est très rassurant parce que, vous le savez, tu peux voyager partout dans le monde. ça, ouais, Tu vas être dans une complètement, Gracie ça, Barra, alors c'est Marseille très, par très exemple, clair, ça. tu vas retrouver les mêmes Tu cours. sauras exactement ce qui va se passer. Tu vas à Hambourg le même chez format, professeur chez André. le genre, ouais. Pareil, tu vois, et c'est le même format et je trouve que c'est vachement cool du coup parce que ça a fait ses preuves, ça fait encore ses preuves, Ouais. à mon sens, tu vois. Non, c'est vrai, je suis d'accord. Donc voilà, c'était un week-end très très chargé, très cool, beaucoup de relationnel et c'est sympa quoi. En fait, c'était un rappel des règles, une information et puis un coup de lobbying pour que vous puissiez tous vous voir, échanger. Exactement. Et du coup voilà. Vous avez donc, tourné un petit peu quand même? Non, parce qu'on était très Oh là nombreux. Mais c'est bien dommage. Alors c'est après, dommage, tu vois, ce qui est marrant, c'est qu'il y avait un workshop le samedi après-midi avec Lagarto. Décris-nous ce que c'est un workshop. Ah, un workshop. Alors c'est pas un stage ni un séminaire, c'est un atelier de travail, hein, on va dire. On échange des idées. On échange des idées, mais sauf que là, pour le coup, on c'est... brainstorm. Voilà. Du coup, t'imagines bien que... Alors, j'ai cité les noms de ceux qui ont fait le workshop. C'est pas moi qui allais leur apprendre quoi que ce soit. Hein, je veux dire, C'est ce que j'allais dire. quand t'as Braulio Estimal, Lagarto, Carlos Maya et professeur André de la Gracie Barra Hambourg ont géré ce workshop. Et du coup, c'était pas vraiment un échange. C'était plus, voilà... Vous allez faire comme ça. Voilà, et c'est génial parce que du coup, toi, toute l'expérience de ces gars-là, tu fais, ah ouais, d'accord, ouais. Juste une 50-50, clé de cheville, tu fais, ah ouais, j'avais pas vu ça comme ça, quoi. Et donc, dès le lundi soir, j'ai revu ça avec Julien, avec Eric et Manu, tu vois. Et Manu, un élève de la Gracie Barra à Paris, et c'était vachement cool, quoi, du coup. C'était vachement Élève cool. et coach même. Pardon? Élève et coach, Manu. Élève et coach, ouais, ceinture bleue, un bon gars aussi, que je salue au passage. Pas de problème, j'espère On salue Manu au passage. Ouais, il a intérêt à écouter. Hein. Ouais, mais il m'a dit, ouais, t'oublies pas de me faire un petit bonjour. Je suis, ouais, t'inquiète. Écoute, le message est passé. Donc voilà, c'est quoi, c'était super, quoi, vraiment très cool, quoi. Très Ok. cool. No stress, c'était vraiment sympa et comme je l'ai dit, en fait, c'était très gratifiant d'être avec tout ce monde-là, quoi, tu vois. Bah, tu Tu m'étonnes. dis waouh, tu dis c'est quand même, ouais, je suis avec ces mecs-là, c'est les mecs que tu qu'on regardait sur YouTube à l'époque, enfin, je sais pas si vous vous rappelez, mais comme Braulio ou Lagarto. Et là, tu vois, le mec, il t'explique une technique, tu fais ah ouais, cool quand même, ça va. Ton week-end, ça a été? Oui, ça va, ça a été mon week-end, ça a été bien. Quand tu parles, c'est marrant parce que tu parles de tout ça, tu parles de cette appartenance, choses comme ça, mais au sein du jujitsu pur, ce que tu aimes, c'est le jujitsu en soi ou tu aimes enseigner, tu aimes échanger, Alors- tu aimes... Parce qu'il y a un côté aussi un petit peu aidé, parce que le jujitsu brésilien, on a toujours cette image ça répond à quelque chose, ça répond à un besoin, le jiu-jitsu brésilien, c'est pas un sport comme les autres. Exactement. Et quand on t'entend parler, et puis bon, nous qui te connaissons bien maintenant, et moi c'est un peu ce que j'ai toujours apprécié, c'est qu'on sent qu'il n'y a pas que le jiu-jitsu brésilien. Je sais même pas si en fait, pour moi quand je te vois, il y a le côté plus média en fait. Dans le jiu-jitsu brésilien, je te vois plus l'utiliser comme une solution à quelque chose. Exactement. Du coup, j'ai toujours aimé échanger et partager
le peu de choses que je peux apprendre du coup. Tu vois, j'essaie de le donner tout de suite. Euh, pour moi, c'est vachement important. Quand j'ai commencé, ça a toujours, dans le JJB, ça a toujours été ça. Bien sûr, il a fallu du temps pour que je puisse être en charge de cours, tu sais. Donc, Julien m'a laissé l'opportunité de pouvoir gérer les cours enfants avec mon frère à l'époque, quand on était encore ceinture bleue. Et si tu veux, ça a toujours été mon état d'esprit de donner quelque chose aux autres, tu vois. Je t'avais vu avec tes enfants faire ça aussi, hein, mais c'est vrai, Voilà, on n'a tu pas vois. 3 enfants par hasard. Voilà, on n'a alors pas- t'essayes, c'est- alors C'est un besoin quand c'est un même. besoin, j'aime bien, Ah tu ouais. sais, c'est un truc, Ça se sent. j'estime que c'est pas un sport, et au-delà du sport, comme tu le dis, on peut pas être égoïste en fait sur le peu de choses qu'on obtient de quelqu'un d'autre, tu vois. Ce que je reçois, ou ce que je vais recevoir, ou ce que j'ai reçu, j'essaie de le donner assez rapidement aux autres personnes, tu vois. D'où l'intérêt d'échanger rapidement avec les copains sur la clé de cheville que nous a montré professeur André, ou sur une garde ouverte de Carlos Maya. Enfin, tu vois, j'ai besoin de le donner tout de suite. C'est pas mon délire de le garder pour moi et d'avoir une technique secrète, parce que en même temps, ça sert à rien, parce que bon, bah, je vais perdre mon temps, et ça fait un côté aigri que j'aime pas, tu vois. Donc j'essaie de le donner aux personnes, et c'est cool, quoi. Moi, c'est comme ça que je fonctionne, toujours échanger, donner. Dès la ceinture bleue, le peu de choses que j'apprenais, bah, des ceintures blanches qui arrivaient, je disais tiens, essayer de faire ça, même si je pouvais être maladroit, forcément, parce que tu as des choses que tu ne maîtrises pas encore en ceinture bleue, ni même en ceinture noire. D'ailleurs, hein, je tiens à le préciser. T'échanger des erreurs en fait. Voilà, C'est-à-dire t'échanges que des erreurs et tout tu foireux, kiffes, leur filais, tu kiffes les et, erreurs et tu kiffais, toi. Puis à l'arrivée, tu fais ah bah non, c'est pas ça. Ah, Je fais, bah, ça non, mais marche pas en fait, tiens. et tu vois, je voyais Julien qui nous regardait, ou des fois même à l'époque Ratigno, il fait non mais c'est pas ça les gars. Ah, pardon, ok c'est moi alors. Mais c'est cool parce que ça te permet de toujours échanger avec les copains et d'apprécier au-delà du JB en fait. Tu vois, c'est ça, c'est au-delà du JB comme tu dis, c'est faire en sorte que les copains autour, et même en compète, tu vois, on se croit souvent en compète, je suis à la fraîche quoi, tranquille, hein, je veux dire, on va pas sauver le monde. Tu vois, on n'est pas là pour arrêter la fin dans le monde. On est là pour, alors en compète ou à l'entraînement, pour se faire plaisir. Bien sûr, gagner la première place, c'est l'objectif de tout le monde, on est d'accord. Mais l'important, c'est de ressortir de là avec un apprentissage, en fait. Tu vois, un apprentissage. Qu'est-ce que tu as appris de ce moment-là, quoi. Toi, tu fais de la compétition? Alors, j'aime bien la compétition. La dernière compétition que j'ai faite, c'était il y a 2 ans, avant que je parte à Montréal. Du coup, j'avais fait la Coupe Nord. Ouais, c'est la Coupe Nord en ceinture marron. Qui a eu lieu il y a 2 jours là. Ouais, la dernière édition c'était dimanche, c'est ça il me semble, où les copains sont partis. Et moi j'ai fait la dernière compétition, c'était en 2015, donc ouais c'est ça, en ceinture marron. Après du coup je suis parti à Montréal dans la foulée. Et j'étais blessé. Donc ligament croisé, ménisque pété, quasiment le dernier entraînement avant de rentrer sur Paris de Montréal. Donc tous mes projets de compétition sont tombés à l'eau pendant un an et demi. Et puis bon bah là du coup... on va se remettre tout doucement, on voit les échéances, on essaie de voir un peu ce qu'on peut faire. Ah, parce que depuis t'es passé ceinture noire, reprendre en noir la compétition. Ouais, après comme je dis, même ceinture noire, cool quoi. Je sais très bien qu'il y a des mecs qui sont... quand je vois le tableau par exemple des ceintures noires master, parce que bon, bah, master, vu mon âge, j'ai pas envie de faire en adulte, je t'avoue, ça devient très compliqué. En ceinture noire master, même quand je vois Kenji et Jackson Polo, je sais même moi si j'y vais, c'est voilà, j'ai tout faire pour gagner, mais je pense pas que on a les mêmes objectifs tous les trois, tu vois. Je veux dire, moi voilà, Kenji, voilà, c'est un monstre, Jackson aussi. Moi, je suis un monstre à mon niveau, mais je vais pour kiffer. Je kiffe le truc, tu vois, la compète, j'aime bien, tu vois, sentir l'adrénaline juste avant. De kiff, en fait, voilà, je kiffe le truc, tu vois. Je Je mets même pas de pression du tout, quoi. No stress, pas de pression. Comme je dis. Et ça, c'est ce que Julien m'avait dit une fois quand je stressais pas mal en ceinture bleue ou violette il y a 4-5 ans. Il me dit quand tu vas rentrer chez toi, tes enfants vont encore t'adorer, ta femme aussi. J'ai fait ouais, c'est vrai en fait. Mais il a tout à fait raison quoi. Tout le monde va te kiffer autour de toi. Même tes potes vont te kiffer. Ah, moi, je suis complètement d'accord avec toi, mais quelque part, il y a un truc aussi où si tu te lances dans ce truc-là, si tu te dis un jour, bah ouais, je m'envoie au feu et tout, c'est pour y aller pleinement. J'ai envie de dire, c'est un peu, il y a quelque part, il y a quelque chose d'un peu sain quand même, d'avoir ce stress et d'avoir cette appréhension, et de se dire putain, si je rate, bah j'y ai quand même mis mais de la ouais, sueur, mais carrément, du temps, je suis carrément du sang, d'accord. Et je suis carrément d'accord avec toi. Je suis carrément d'accord avec toi parce que du coup, il y a quelques années, j'avais fait le championnat de France en ceinture violette et je m'étais préparé, tu vois, vraiment pour ça et je me fais plier en moins d'1 minute. Vraiment mauvais trip parce que du coup, mes enfants étaient là et j'étais pas bien quoi.
Je fais punaise, mais qu'est-ce que j'ai foutu, Mais quoi. t'étais pas bien plus parce que tu nous dis tes enfants étaient là. Ouais, mes enfants étaient là, j'étais dégoûté du coup parce que pour eux, tu vois, Ils ont pour vu moi ça. aussi ça me faisait, ça m'embêtait pas mal d'avoir perdu comme ça, tu vois, aussi rapidement. Je fais, mais non, mais c'est pas possible, quoi. Et voilà, après j'ai analysé mes erreurs, je suis ok. Donc le mec a été plus fort que moi, et moi j'ai pas fait ce qu'il fallait. Bah écoute, c'est tant pis, apprentissage. Comment faire maintenant, c'est tout. Quand j'ai fait l'Open de Paris il y a un an, mes filles étaient là. Moi, j'avais amené mes filles et machin. Et ben c'est pas une bonne idée en fait quand ces enfants sont là. C'est super difficile. Parce que bon, bah, j'ai passé le premier tour, bon, j'ai perdu au deuxième. Ouais. Et elle m'a demandé, mais pourquoi t'as perdu, papa? Qu'est-ce que tu Et veux là, qu'est-ce que tu réponds Qu'est-ce que tu veux que je lui dise, quoi? Parce que papa était mauvais. Alors parce qu'on peut pas gagner tout le temps, c'est ça. Mais pour ouais, les c'est enfants. ça. Non, mais tu peux. Non, mais ça. Tournons positif, c'est-à-dire, bah, il a été plus fort. Il a C'est été ça, en plus fait. fort. La personne en face a été plus forte. Mais alors, donc, ça veut dire que tu as été plus mauvais. Mais bon, C'est ça. Ah, j'avais trouvé ça vraiment. J'avais trouvé ça vraiment dur. Mais Vraiment dur. La compétition. La compétition, c'est C'est ingrat. dur, tu sais, Qu'est-ce que c'est ingrat. Mais du coup, quand tu fais de la compétition, faut vraiment y aller pour choper la première place. Tu vois, si tu vas pour faire à moitié, forcément tu vas avoir moins que la moitié. Si tu vas en étant déterminé, ok, j'y vais pour la première place, et peu importe ce qui se passera, faut que j'y aille pour la première place. Bon, bien sûr, on t'a pas dit de ne pas taper sur une clé de bras, d'accord? Mais du coup, c'est vraiment d'y aller pour gagner. Tu vois, voilà, c'est ça. Vas-y pour gagner. Crée une structure dans ton esprit, un mindset pour, ok, j'y vais pour gagner. Il n'y a pas de problème, j'y vais pour ça. J'y vais pas pour faire figuration. Tu vois, même si là je vous parle comme ça à la fraîche, je sais que quand je vais faire mes prochaines compètes, j'irai pour gagner. Je vais mettre dans ma tête, ok, je vais me préparer à ça, ok, maintenant j'y vais, peu importe ce qui se passera. Je peux perdre en 10 secondes, comme je peux gagner facilement, j'en sais rien. C'est en fonction du mec en face, comment il sera, moi comment je serai aussi, et tout le stress qu'il y aura avant, après, pendant, quoi. C'est tout. Tu nous dis là, tu nous en parles à la fraîche comme ça. Moi, je trouve que tes idées sont quand même hyper organisées, hyper. Ouais, bien sûr. Tu Ouais. sais un peu de quoi tu parles, c'est-à-dire parce Voilà. on a l'impression que c'est hyper clair pour toi. Tu sais, un meneur d'homme ou c'est parce que c'est quelque chose que tu as appris avec Non, le temps? en Comment fait, c'est un peu de. Disons que je l'ai appris et c'est aussi de l'expérimentation. Tu sais, j'aime bien coacher pendant les compétitions, j'aime bien donner des cours. Je kiffe, vraiment, je surkiffe quand les copains gagnent, je surkiffe même quand ils perdent parce qu'après il faut les rebooster. Ou alors quand ils sont pas satisfaits d'eux-mêmes. Et du coup, ma blessure, comme je vous en ai parlé, qui est arrivée l'an dernier, Ta blessure qui a été dure, hein, c'est quoi? T'as été genre arrêté 9 mois ou un an, quasiment un an On sans a- pouvoir m'entraîner comme je voulais, quoi. Vraiment Ouais, comme je le souhaitais. C'est ça, puis t'avais repris évidemment un peu avant parce que tu pouvais plus attendre. Ah, carrément, et puis Ouais, mauvais. je me rappelle, on se moquait de sa jambe. Et tout Jambe ça. de laine et tout. Oh là 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 là. Alex, un des copains de la Grèce Barré, m'appelle Jambe de laine. Voilà. Il avait une jambe toute maigre. Toute Ah, laisse- mignonne, toute petitoune. Même ma fille avait des jambes plus épaisses, tu vois. Ah, quelle tristesse. Et Ça fait partie du truc. Hein. voilà, après c'est comme ça, mais et du coup, j'ai vraiment psychologiquement, j'étais vraiment pas bien du tout parce que tu sais, tu reviens de Montréal, tu te dis ouais, je veux faire ci, je veux faire ça, j'avais un objectif de compétition, donc tu te fais opérer alors qu'à la base tu pensais que t'avais pas besoin d'une opération trop longue. En fait, on dit non, c'est les croisés, le ménisque, et là tu fais pardonnez-moi l'expression, putain quoi, pas les croisés encore quoi, non, sérieux, parce que j'ai eu les croisés sur l'autre jambe et c'est long, et donc il a fallu du temps, je voulais absolument reprendre. Alors j'ai repris un peu tôt à un moment donné, en quoi, 7 mois après. Mauvais plan parce que du coup je me forçais à reprendre et avec l'aide de ma femme, elle m'a dit écoute, si t'es blessé, c'est qu'il y a quelque chose derrière, faut que tu trouves le pourquoi du comment. Alors vous connaissez ma femme, elle est très versée dans tout ce qui est mindset, psychologie, Positive. Hein. positive attitude, toujours. Alors, elle, par rapport à ça, c'est vraiment un modèle du coup, parce qu'elle est positive tout le temps. Et tu vois, elle m'a aidé à comprendre certaines choses. Au passage, je cherchais des choses sur justement l'imagerie mentale, parce que je m'intéressais à ça. Et j'avais vu un post de Mathias Jardin, donc, après son souci au poignet, il me semble, ou son avant-bras, où il avait posté quelque chose en mettant, je ne me rappelle plus les termes exactement, travail d'imagerie mentale effectué, etc. Donc je lui ai demandé un peu en messagerie, tu peux m'expliquer un peu rapidement, ou qui t'a conseillé? Il m'a conseillé sur un de ses amis, je crois que c'est c'est Pierre Pila, c'est ça? Ah ouais, Ouais, c'est bien ça, on est d'accord, ok, Ah ouais. j'avais un doute. Il m'a répondu plusieurs semaines après, mais ça m'a pas empêché de chercher exactement
les informations dont j'avais besoin à ce moment-là. Et de fil en aiguille, imagerie mentale, préparation mentale, programmation neurolinguistique, bon, j'y reviendrai après si vous voulez. Ouais, on voudrait bien, ouais. Voilà, programmation On voudrait bien parce que. programmation neurolinguistique, tout ce qui est les solutions alternatives comme l'hypnose, auto-hypnose, etc. Et je me suis dit, ouais, ça peut être intéressant parce que du coup, il va falloir que je travaille différemment mon JJB maintenant. Et de fil en aiguille, je suis parti faire des formations de lecture rapide, en fait, de manière très simple, très rapidement, lecture rapide pour lire une tonne de bouquins que j'avais besoin de lire. Sur la programmation neurolinguistique, sur l'hypnose, sur Miracle Morning aussi, un bouquin qui est hyper connu. Je te filerai les références. Ouais, parce que Super là- intéressant. Et mais c'est Miracle Morning. c'est- Miracle Morning, en fait, c'est un mec, un Américain qui a écrit un bouquin best-seller en Europe et dans le monde aussi, qui explique en fait de manière très simple, plus tu vas te lever tôt, plus tu auras du temps pour toi, et plus tu vas pouvoir mettre en place des stratégies pour que ta journée soit efficace, ta semaine, ton mois. Adrien, tu veux nous dire quelque chose là-dessus? Peut-être, je laisse. Donc là, on vous explique, on a enregistré ce podcast à 9h du matin. Il a fallu que je mette mon réveil, on enregistre chez moi parce que le matin c'est dur. Alors que Jérémy, lui, tous les matins à 6h30 déjà, il est debout, il est chaud. Voilà, donc voilà. Donc oui, Mickaël, on va rediscuter toi et moi. Pas de soucis. Il y a du boulot, Non, mais pareil, t'as un premier client. Ouais. Ouais, Adrien, il y a du genre Miracle Morning, c'est sûr à 100%. Mais c'est vachement intéressant et tu sais, dans la communauté du JJB, j'ai vu que Samuel Monin avait commencé à lire le bouquin sur Facebook, j'ai vu. Ah oui, j'ai vu passer ça sur Instagram. Ouais, aussi, c'était ça, il me alors, semble j'ai vu. que Samir aussi, Ben Saïd, Saïd, l'a lu aussi, il me semble. Et c'est cool, quoi, parce que tu vois, comme quoi qu'en fait, même Jiu-Jitsu, JJB, t'as besoin de ces choses-là, du coup, tu vois, tu peux les appliquer. Et de fil en aiguille, je me suis dirigé vers donc la programmation neurolinguistique et la préparation mentale pour le coaching, en fait, des copains qui vont combattre. Et pour moi, à la base, j'ai fait pour moi, du coup, pour me dire, écoute, comment tu vas appréhender maintenant ton retour sur les tatamis? Ok, qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas te positionner? Parce que du coup, les mecs en face, ils vont tourner d'une manière, tu ne peux pas leur dire à chaque fois, attention, j'ai un peu mal à la jambe. Tu es obligé à un moment donné de te prendre la distance par rapport à ça. Donc, de fil en aiguille, je suis formé pour moi, et puis du coup, comme d'hab, j'aime bien, ok, je vais m'en occuper pendant mes cours, pendant mes trainings, pendant mes cours de compétition, à booster les mecs, même s'ils ne le savent pas forcément, à booster les mecs mentalement pour les habituer à sortir de leur zone de confort, tu vois, mentale. Tu vois, c'est vachement cool, quoi. Ouais, maintenant ils le savent un peu plus, c'est un peu officiel, donc quand même. Ouais, Que c'est tu- vachement officiel, du que coup. tu, Ouais, c'est officiel parce que les mecs ont cramé parce que aussi, tu tu vois. professionnalises maintenant. Voilà, l'idée c'est de pouvoir avoir deux facettes, tu sais, alors, prof de JJB bien sûr, et aussi, alors préparateur mental, je trouve que c'est un peu réducteur. Alors je trouve un terme très bien, je vais pas vous mentir, ça s'appelle développeur de potentiel. J'adore ce terme. Développeur de Pourquoi potentiel parce que du coup, je ne suis pas limité au sport. Tu vois le truc ou pas? C'est que lors de mes cours privés que je donne à la Gracie Bar à Paris, des gars sont venus me voir pour des cours de JJB. Et de fil en aiguille, avec les différents cours, ils arrivent du moins à appréhender les leviers qui leur permettent d'avoir plus confiance en eux en dehors du JJB, tu vois. Et ça passe par des exos très simples de physique, tu vois, de genre, on va dire très simple. Tu sais pas faire de pompe, pas grave, on va en faire. T'en fais une, t'en fais deux, t'en fais trois, t'en fais quatre. Ok, t'en fais quatre, ça veut dire que demain tu peux en faire 6. Et du coup, au niveau mental, ça te met dans un process où tu vas pouvoir appréhender les choses différemment. Un exemple, j'ai eu un gars qui devait faire une présentation de produit. Il était en panique, il savait pas trop du tout comment ça allait se passer. Je lui ai dit, écoute, viens, on va faire des exos. Apprends à sortir d'une garde, fais des pompes, etc. Maintenant, la confiance que tu as obtenue là, applique-le à l'extérieur. Viens, on va faire une mise en situation. On a fait la mise en situation. Et le mec a kiffé, il a reçu sa présentation. C'est qu'une question de confiance en soi, ce que tu enseignes, ou c'est un peu plus que ça? Alors, c'est souvent ça en fait. C'est souvent un peu ça. coaching, la confiance Voilà, en soi. en fait, on a tous un potentiel et ça ne demande qu'à être exploité et à être exprimé. Le but, Ouais, on est d'accord, c'est un peu le pied de biche général, la confiance en soi. C'est c'est ça, c'est le mindset comme ils disent nos amis américains, c'est ça, c'est vraiment le mindset qui est Et eux, important. ça fait des années qu'ils travaillent sur la visualisation Mentale, positive, les voilà, choses comme toutes ça. ces choses-là. Et c'est marrant parce que pour le coup,
ma femme est américaine et c'est un truc, ça fait maintenant 4 ans hein, qu'on est ensemble. Et au début, quand elle a débarqué en France, c'était un truc, mais je me suis dit, mais elle va passer par la fenêtre, j'en peux plus. Elle me rend dingue, elle me rend complètement dingue. C'est-à-dire que j'étais là, je lui disais, non, mais là, non, je suis fatigué ou c'est pas possible. Souvent en France, on se débarrasse de quelque chose, c'est une manière de le mettre sous le tapis, un peu comme ça. On se débarrasse de quelque chose et on dit, non, mais de toute façon, c'est pas possible. Et elle me regardait tout le temps, elle me disait, mais pourquoi ? Et je lui disais, mais demande pas pourquoi, j'en sais rien, c'est pas possible. Elle me disait, non, mais moi, si tu me donnes pas de raison de pourquoi, je vais essayer de le faire. On va essayer de le faire ensemble parce que tout est possible en fait. Et c'est exactement ça. Et depuis, alors on essaye de changer. Et j'ai même réussi à devenir ami avec Adrien, tu vois, donc pour te dire. C'est sympa ça. C'est ça. Tout est possible. Je suis même devenu ami avec ta femme, hein, quand même. C'est vrai, c'est vrai. Mais ouais, c'est ça, c'est que tout est possible. Alors, toujours dans une certaine mesure. Exemple, tu peux être persuadé de. Être persuadé de battre André Galvao. Tu vas te persuader à le faire. Tu vas y aller, tu vas déterminer. Après, est-ce que tu vas le faire ? C'est une autre histoire. C'est notre histoire. Mais dans la tête, tu sais que toi, tu auras tout mis de côté. Tu auras tout mis de côté pour tu seras focus. Tu seras focus. Et le truc, c'est de se dire, ok, de savoir le faire dans des situations comme, alors l'exemple comme Galvao, mais dans des situations moindres, comme, ok, je vais faire une compète. Waouh, il y a tout le monde qui est là, tous les copains. Je rencontre un mec que je ne connais pas. Faut pas que je me voie trop beau, faut pas que je me voie trop bas non plus. Tu vois ce que je veux dire ? Le mec, on ne connaît pas son passé, on ne sait pas comment il est. Mais toi, tu sais qui tu es. Tu sais quelles sont tes forces, tes faiblesses, dans ton jeu, mais aussi mentalement. Et c'est comme tout. Plus tu travailles ton mental, plus tu vas être performant. C'est comme quand tu fais... je prends ça à l'exemple des pompes ou les tractions. Plus tu vas en faire, plus ça va être facile, ça va venir naturellement. Donc c'est pareil pour l'exercice, pour les exos de préparation mentale, du coup. Ça te permet, toi, d'appréhender les choses, de voir les choses de manière moins focalisée sur un aspect. D'accord ? Au JJB, par exemple, tout bête, le mec qui tente de passer ta garde. Si tu es focalisé que sur un aspect de son passage de garde, tu vas te planter à un moment donné parce que lui, il a déjà pensé à autre chose, un coup d'avance. C'est ça l'idée, tu vois, c'est de voir la chose dans sa globalité. Ouais. Tu vois, de prendre de la distance avec, par rapport à ça. C'est ce que j'explique un peu aux gars. Je suis assez d'accord quand, parce qu'à l'AGB, on a cette opportunité de pouvoir donner des cours et tout. Et c'est vrai que quand j'étais à la Gracie Barra, je donnais des cours le matin. Et ce qui revenait souvent, c'est que la personne me disait... Je sais pas comment sortir. Et en fait, je sais pas comment sortir, c'est pas je ne sais pas quoi faire pour sortir. Et c'est-à-dire qu'il y a un côté où les gens coincés, que ce soit en side control, qui sont dessous, qui sont sur le dos et qui cette espèce de difficulté à sortir, il y a beaucoup de... On pense à ce que la personne au-dessus est en train de nous faire. Au lieu de penser à ce que nous on doit faire pour sortir. Et comme disait ma grand-mère, et c'est vrai, c'est-à-dire que quand tu conduis, si tu regardes le fossé, c'est là où tu vas aller. Exactement. Et c'est exactement la même chose. En fait, si tu penses à ce qui est en train de te faire la personne, il n'y a aucune chance que toi tu aies la capacité. Parce qu'on n'a pas la faculté de penser à deux choses en même temps réellement. Bah donc tu penseras pas à ce que toi il faut faire pour sortir. Exactement. C'est ça en fait. C'est ce que j'explique aux différents compétiteurs ou pas compétiteurs ou à ceux qui prennent des cours privés avec moi, c'est toujours de garder une lucidité. Et cette lucidité, ça te permet de gérer les situations de stress ou d'urgence sur les maths, bien sûr, et à l'extérieur aussi. Tu vois ce que je veux dire ? Présentation de produits, vendre son produit, démarcher des clients, ça aide vachement bien. Et en fait, c'est ce que j'appelle une espèce de triade, du coup. Une triade où tu aurais donc... l'aspect physique, d'accord, les émotions et les pensées. Et les trois sont liés. Si tu agis sur l'aspect physique, tes émotions vont être impactées et tes pensées aussi. Et du coup, c'est vachement intéressant parce que avec le JJB ou avec la boxe aussi, du coup, tu peux appliquer ces principes-là aux personnes qui viennent te voir, quoi. Il y a un vrai truc sur les sports de combat quand même. Il y a beaucoup de coachs, il y a beaucoup de choses comme ça parce que comme c'est finalement c'est un sport individuel en opposition avec quelqu'un, c'est hyper révélateur sur la personnalité et sur Exactement. Enfin, on en a rencontré d'autres, des coachs qui nous racontaient ça en fait, vraiment que le côté sport de combat, voilà, il y a un vrai truc en fait qui est très révélateur. Quand tu es au milieu d'une équipe en foot, en basket, c'est pas pareil, tu t'appuies sur les autres, là il y a que t'es tout seul. Ton adversaire c'est toi-même en fait. Exactement, ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et encore plus je trouve dans le JJB où il y a dans le jiu-jitsu brésilien, c'est-à-dire que dans tous les autres sports de combat quelque part, alors après peut-être que j'en oublie, qu'il y en a que je ne connais pas du tout, mais dans le JJB il y a quelque chose où tu peux être soit passif, soit offensif. Exactement. Et il y a
à ma connaissance, il y a pas. Alors après, il y a des attitudes où on va être plus passif, hein, mais même en boxe ou en judo, même en étant passif, il y a un moment où il va falloir être offensif. Alors qu'en jiu-jitsu brésilien, quelque part, on peut tout en étant passif arriver à un moment ou à un autre jusqu'au bout à soumettre quelqu'un. Exactement. Et il y a quelque chose d'assez troublant là-dedans. Non, c'est clair. Parce que c'est accepter cette condition de passivité aussi. Alors. Des fois, c'est comme on dit, faire un sacrifice sur une position pour pouvoir après choper la cheville, le pied ou le genou ou quoi que ce soit. Tu vois, par exemple, de manière très simple, quand tu es en demi-garde, tu es en dessous, premier abord, tu dis ouais, bon, le mec là, il est mal barré. Mais vous savez très bien, tu passes en demi-garde profonde ou tu prends le pied avec l'underhook et tout, tu le renverses et tu as terminé tu le renverses, tu es en side, tu es bien. Tu vois ce que je veux dire. Et c'est ça en fait, c'est d'accepter des fois de se mettre dans une situation peut-être un peu plus de tension pour penser à ce que tu vas faire après. Et je trouve ça vachement cool. Et ça s'applique pas, pour moi, à mon sens, ça s'applique vraiment avec la préparation mentale, le potentiel que tu dois développer et chercher vraiment des ressources qui sont au fond de toi pour pouvoir avancer, quoi. Tu vois. Et si tu réussis, en fait, j'estime que si tu réussis à te sortir d'une situation hyper tendue en JJB, au-dessus ou en dessous, tu vois, donc en demi ou alors même en side, parce que même en side, le mec il peut te prendre en baseball shock. Tu vas sortir de là, c'est que tu as réussi à avoir la lucidité pour te dire, ok, il est en train de mettre ses mains sur mon col, qu'est-ce que je fais? Il s'apprête à m'étrangler. Il s'apprête, donc maintenant qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me mets à paniquer comme si j'étais en train de me noyer, ou maintenant écoute, vas-y, il faut que je remonte à la surface pour prendre l'air, quoi. Et je sais quoi faire, j'enlève les mains. Et c'est ça en fait, j'essaie d'expliquer aux différentes personnes qui viennent me voir, rentre dans cet état d'esprit de, ok, t'as le combat, il est global. En fermant les yeux, tu dois être capable de voir où sont tes jambes, tes mains, et les jambes de ton adversaire, et les mains de ton adversaire. De manière à voir la chose globale. Tu vois, tu peux même fermer les yeux. Et boum, combattre comme ça, c'est vachement cool, quoi. Moi, j'adore, en fait. En fait, le jujitsu est une allégorie de la vie, quelque part. Ouais, j'adore. Ouais, j'adore. C'est le coin des poètes, les mecs. On est bon. On peut être jujitsuka, poète et sensible, quelque part. Exactement. Et on peut même lire des livres. Waouh! Mais c'est rigolo parce que là tu nous parles donc effectivement de tout ça, du jiu-jitsu qui est assez révélateur d'attitude. En fin de compte, on rencontre plein de jujitsuka qui sont même des combattants de MMA, qui sont des gros compétiteurs et qui dans le fond sont des gens assez timides, tu vois, qui sont pas très à l'aise à parler. Bah, c'est assez rigolo quelque part. Enfin, ouais, tu vois, exactement. Non, grave. À l'Open de Paris, j'ai encore vu, tu vois, autant tu vois les gros compétiteurs de la Gracie Bar à Paris ou d'ailleurs, cette team et compagnie, tu vois. Et quand tu les vois en vrai, enfin, en dehors des combats, ils sont limite gênés de te dire bonjour, quoi. Tu vois, ouais, bonjour, tranquille, y a pas de souci, tu vois. Ils sont super gentils, super sympas, mais sur les mats, les mecs, c'est des lions. Et en dehors, c'est ça. Hyper gentil, respectueux, mais tu sais, et c'est bien parce qu'en fait, ça prouve que l'un ne va pas sans l'autre, du coup. T'as l'impression que voilà, qu'ils s'expriment dans le jiu-jitsu, mais qu'en dehors, finalement, c'est pas des gens qui ont hyper confiance en eux, alors qu'en fait, non, c'est des machines, quoi, les mecs. Alors voilà, c'est ça. C'est des machines, quoi. C'est assez intriguant quelque part. Ouais, c'est cool, et j'aime bien, du coup, moi. J'aime bien parce que j'en ai vu encore, hein. Bon, je vais pas les citer parce qu'il y en a tellement, tu vois, mais ceux que j'ai croisés d'autres équipes, du coup. À l'Open de Paris, ça me fait toujours marrer. J'en parlais avec mon frère, je fais c'est marrant. Je lui dis bah t'as vu un tel, tu vois sur les matchs comment il est, et puis quand tu vas à l'extérieur, ça n'a rien à voir quoi. Il me fait ouais carrément, il est super gentil, il est déjà venu chez nous à la Gracie Bar à Paris pendant que j'étais à Montréal, pendant que j'étais en convalescence. Ils sont super cool. Bon, il m'a plié, mais ils sont super cool. On avait eu cette sensation là avec Samuel Monin. Bah voilà, exemple. Samuel Monin. Monin, c'est un monstre. Alors en fait, c'est un nounours pour en dehors, c'est cool. Il est super gentil, Samuel est super gentil. Je me rappelle une fois, il était venu il y a 4-5 ans à Paris, visiter Paris, et il avait fait un training avec nous. Le mec, c'est fou quoi, tu vois. Tu te dis, mais c'est quoi le gap qui est entre lui et moi? Et en fait, tu le vois à l'extérieur, le mec, c'est une crème quoi. C'est une crème, et sur le tatami, les mecs, c'est autre chose. Ils ont changé de vie. Et ça, j'adore. Et c'est cet aspect-là qui me fait. Que j'aime bien étudier, j'aime bien voir chez les gens, et j'aime bien déclencher chez les mecs, tu vois. Tu penses que ce genre de personnes ont besoin de se battre? Ouais, carrément. Ouais. Ils sont besoin très de ça. calmes et adorables et gentils, et finalement, qui pourraient être utilisés pour. C'est une soupape. Ces gens-là ont besoin de se battre. Bien sûr, ils ont besoin. Et tu sais, ça fait me penser à une phrase de Renzo Gracie qui disait. Je vais pas te le faire en anglais parce que mon anglais n'est pas non plus top. En français, il te dit en gros. Tu as un fier accent, je trouve. Ouais, pas mal. On va faire en français parce que c'est la communauté francophone qui nous écoute. Du coup, il disait que. En gros, il disait Renzo que c'est quand il combattait qu'il se sentait en vie.
tu vois. Et tu vois, un mec comme Renzo, qui a rien à prouver, le mec. Enfin, à un moment donné, bon, ça va, il te dit ça encore. Tu fais, ouais. Julien ok. Da Silva nous a dit l'exacte même phrase. Voilà, tu vois. Et c'est pareil. Et tous les compétiteurs, peu importe leur niveau, peu importe leur ceinture, ils vont dire waouh, c'est génial la compétition. Je dis, ouais, c'est cool. Tu vois, que tu sois enfant, ado, jeune, en adulte ou en master 4, 5, etc., comme on peut l'être ou comme certains sont chez nous, tu vois, les mecs ils kiffent. Tu vois, chez nous, on a Willy, ceinture bleue, coach, Gracie Bar à Paris. Il a, alors, plus de 45 ans, je vais pas mouiller parce que j'ai un doute affreux. Non, mais il va me tirer les oreilles. Je suis désolé, Willy. Mais le gars, c'est une très belle histoire parce que le mec, il est. Au moment où il est arrivé et maintenant, la compétition, tu sens que le mec, il vit quoi. La Je sais compétition, pas il si kiffe. c'est la compétition de jiu-jitsu brésilien et pour le coup, alors oui, là on est dans un moment un peu private, Gracie Barra, donc je suis un petit peu désolé pour tout le monde. Je suis désolé, Mais ouais, pardon. c'est vrai, non mais c'est vrai, mais parce que Willy, pour le dire très clairement, c'est quelqu'un qui m'a toujours, depuis le début du jiu-jitsu brésilien pour moi, qui m'a toujours impressionné. C'est-à-dire que son histoire a toujours été un exemple pour moi. Exactement. Toujours. Et je lui avais dit un jour, et je le penserai toujours, Ouais. j'avais trouvé ça vraiment incroyable. Le voilà. gars est arrivé, je sais pas, il a perdu 20 kilos, il est en Exactement. pleine forme, maintenant il fait des compétitions, Il fait des compétitions, il donne des cours, le mec. Et puis il a changé complètement de mindset et tout. Ah ouais, il est même niveau l'alimentation. Voilà, c'est ça. Et c'est tout un process qu'on peut tous avoir à un moment donné de dire ok, je rentre dedans. Bon, pour parler de moi un peu aussi, moi quand j'ai commencé le JJB, je faisais 92-95 kilos. Ouais, t'as vu le regard? Ah ouais, Ouais, carrément, ouais. Ah, tu vois mes photos en ceinture un petit blanche. popcorn. Ah ouais, Mais j'étais non, mais t'étais pas gros non plus, mais Mais t'étais plus carré quand même. plus carré, tu vois. Donc, là, tu t'es affiné. Ouais. voilà. Il mesure moins d'1m60, évidemment qu'il était gros. Il y a des gens qui te connaissent pas. Dis pas ça. Combien tu mesures, Michael? Ouais, 1,76, 1,77. Quand même. Ça va. 1m60, tu vois, j'aurais pu aussi, hein, tu sais. Je pense pas que. Alassane aurait été. Enfin, mon fils aurait été plus grand que moi, quoi. C'est pour le coup, mais vraiment. Le popcorn. 100 kilos, 1m60. Tu vois le truc, et c'est vrai que quand je revois mes photos en ceinture blanche, je me dis ah ouais quand même quoi, j'étais un joufflu quoi. J'étais un. Et du coup voilà, avec ça en fait on rentre comme tu dis dans un mindset où tu cherches à te nourrir un peu mieux, à ménager tes temps de repos, à faire un semblant de prépa physique, à rentrer dans un délire en fait qui est vachement positif, gratifiant et en fait tu t'aperçois qu'à fur et à mesure tu perds du poids, t'es moins fatigué après les entraînements, tu te limites tout ce qui est la nourriture un peu flinguée, tu sais, soda et tout. Bon, Julien va me dire non, c'est pas vrai. Mais si, c'est vrai, Julien. Mais la nourriture flinguée, tu te limites à mort, tu vois, du coup. Et après, tu perds du poids. Et voilà, c'est cool, quoi. Tu vois bien, tu sais, on est de la même génération quasiment, à peu de choses près. 41 ans, la récupération est plus longue qu'il y a 10 ans, bien sûr. Hein, tu sais très bien. Mais du coup, je trouve qu'on est pas mal, quoi, encore à notre âge. On est cool, quoi. On est bien, on a un bon état d'esprit. Physiquement, on est pas trop mal, hein. Et c'est T'es cool. carrément beau gosse, y a pas de problème. Ouais. Non mais tu voulais que quelqu'un le dise, j'ai senti. Merci. Échange de regard. Parce qu'en fait, je pouvais pas que Vanessa. Il attendait, il y avait cette main. Non mais dites-le les gars. Dites-le les gars, dites-le parce qu'on se connaît depuis longtemps, on s'est foutu sur la tronche pendant longtemps. Et du coup, Vanessa n'est pas là pour le dire. Donc du coup, on va dire tu remplaces Vanessa. On le dit. Tu es beau, Michael. Voilà. Mais c'est cool. En fait, le truc c'est ça. Moi, c'est que j'aime vraiment partager les choses. Tu vois, j'essaie d'expliquer aux mecs qui viennent, ils veulent perdre du poids. Je dis vas-y. Limite ça, fais ceci, fais cela. Alors attention, je suis pas psychologue. Tu vois, les gros traumas, je m'en occupe pas. Non du tout, je leur dis non, mais va voir quelqu'un d'autre. C'est un métier différent. C'est un métier différent. Puis c'est des études super poussées, quoi. Tu vois, moi, je vais pas sur des traumas hyper balèzes. Non, je m'en occupe pas. Moi, c'est juste faire découvrir quel levier la personne peut actionner d'elle-même, d'accord, pour exploiter son potentiel au maximum. Tu aides à révéler le potentiel. Voilà, j'aide à révéler le choix. déclencheur de potentiel. J'aime bien ce terme. Il y a des tas de gens qui nous écoutent et qui font du jiu-jitsu. Pour l'instant, je pense qu'on a à peu près que ça. Ouais. On va inviter d'autres gens en dehors de ceinture noire de jiu-jitsu un jour. Mais pour les jeunes ou les moins jeunes qui commencent, parce que c'est vrai que quand on a fait quelques années, tu commences à avoir une idée de l'état d'esprit positif qu'il faut. Tu l'abordes forcément à un moment cette question. Tu peux toujours être aidé, mais tu l'abordes forcément. Quels sont les conseils que tu donnerais aux gens qui commencent, voilà, qui ont envie de changer, qui ont envie d'évoluer, qui ont envie d'avoir une pensée un peu plus positive? Alors, ouais, grosse question. Déjà, dans un premier temps, c'est ne pas brûler les étapes. Dans le sens où ne cherche pas à tout prix pour tes premiers cours à savoir finaliser, quoi. C'est bien, bon, tu sais finaliser, c'est cool. Hein, je veux dire, ouais, c'est bien, tu sais faire une clé de bras, c'est cool. Mais c'est pas pour rien que
les patrons de la Fédé internationale ont dicté des règles avec un comptage de points. Ce comptage de points, ça veut dire que tu as des positions avantageuses. Et de ces positions avantageuses, tu as plus de facilité à finaliser. Donc déjà, vas-y cool, apprendre les choses tranquillement. Assez d'humilité et de gratitude envers toi pour dire écoute, j'ai tout à apprendre quoi. Et quel que soit ton niveau, je veux dire, même si tu as une ceinture bleue demain, une ceinture violette, tu sais très bien, on n'a rien appris quoi. Le truc est tellement vaste. Et tu as toujours des mecs qui vont peut-être être moins gradés que toi, et surtout moins gradés que toi, qui vont à un moment donné te mettre une rouste parce que tu n'auras pas été attentif, et parce que, ou alors tu n'étais pas dans une bonne disposition, et ça t'oblige toujours à être alerte pendant ce moment-là. Moi, je prends ça comme un espèce de respect que tu dois donner au mec en fait en face de toi. Quel que soit ton niveau, sans rentrer dans une bagarre de chiffonnier, mais sois toujours à ton maximum dans ta tête. De manière à ce que le mec ne soit pas dans un délire de devoir te plier quoi tout le temps. Enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est pas facile d'être au maximum dans sa tête. Moi, enfin nous tous, il y a des fois où à l'entraînement on y va parce que ça fait une semaine qu'on n'y est pas allé. En fait, on est fatigué, on est énervé, on a passé une sale journée, on arrive, franchement, on n'a pas envie de combattre. Enfin, comment il faut appréhender ce moment-là? Disons c'est pas que facile d'être au maximum. c'est clair. Non, je suis tout à fait d'accord. Appréhender cet aspect-là, c'est de se dire, ok, qu'est-ce que je risque au pire à l'entraînement? Je vais taper. Et après, est-ce que ma vie va changer? Non. Du coup, c'est de se mettre dans des dispositions pour, toujours pareil, des dispositions mentales pour se dire, ok, peut-être que là, pendant, allez, une semaine, je dis ça aux compétiteurs et aux autres, hein, pendant une semaine, 15 jours, je vais bosser sur, je défends mon passage de garde. Le mec ne passe pas mon passage de garde, qui que ce soit. Ça soit le débutant ou le prof ceinture noire 4 degrés. Il passe pas mon passage, il passera pas ma garde. Et je travaille. Et dans ta tête, tu rentres dedans. L'autre moment, tu vas dire, ok, je vais me mettre dans une disposition où je dois absolument prendre la montée sur ce mec-là. Tous les mecs qui vont passer avec moi, je leur prends la montée. Et ça te fait en fait un état d'esprit où tu dis, ok, tous ces objectifs, après tu vas les lier entre eux et ça te permet d'avancer. Et c'est vachement cool du coup parce que ça te permet de pas naviguer à vue. Tu vois, souvent quand on fait des entraînements, on s'imagine qu'on est juste là pour rouler, enfin tourner, pardon, là je prends la mode canadienne, pardon, pour tourner un peu de manière brouillonne. Je vois ça, c'est le sentiment que j'ai, tu vois. En te fixant un objectif à chaque fois sur une période d'une semaine, 2 semaines, ça te permet toi de te créer une structure de combat qui est vachement cool, qui est vachement efficace et qui te permet de sortir de situations un peu plus compliquées quand ça va arriver. Comment prendre la montée quand tu l'as, ne pas paniquer parce qu'effectivement quand tu es en montée en compétition, waouh, tu marques 4 points, tu as le cœur qui s'emballe, tu sais, donc être capable de gérer ça. Comment faire en sorte que le mec ne passe pas ma garde? Pareil, t'as le cœur qui s'emballe, parce que t'as des mecs, des passeurs de garde, ils sont ouf quoi. Tu vois, le mec il passe à garde, il bouge dans tous les sens, t'es sur le sol, t'essaies de recomposer. Ok, bah tu vas te mettre dans ce mindset, cette répétition. Et du coup, ça te permet toi d'appréhender les choses de manière plus cool. Et pour revenir à ta question, du coup, Adrien, c'est comment gérer ça? C'est de se dire, ok, c'est un sport. C'est quoi? C'est l'humilité en fait. L'humilité, c'est être super humble quoi. Mais c'est dur d'être humble dans le sport. Moi, de ce que j'ai l'impression, de ce que je vois des champions, c'est que c'est des gens qui oscillent entre je ne connais rien et je suis le meilleur du monde. Surtout que pour certains, c'est plus qu'un sport quand même. Hein. Exactement. Tu sais, l'humilité n'empêche pas les victoires et une détermination en fait. À mon sens, tu peux être super humble. On en parle tout à l'heure. Des gars qui sont sur les maths, c'est des machines. À l'extérieur, les mecs c'est des crèmes quoi, tu fais ouais mais c'est pas la même personne du tout, absolument pas. Mais même sur les maths, ils iront pas, pour moi c'est quel bon comportement, ils n'iront pas jusqu'à blesser la personne pour gagner le combat. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que même si t'as une clé de bras, ces mecs là, l'arbitre il sera suffisamment intelligent pour arrêter le combat avant, tu vois, parce qu'il sentira que la clé est bien enclenchée. Et ça j'en ai vu pendant l'Open de Paris où l'arbitre a arrêté le combat avant parce que la clé était enclenchée. Et je voyais le combattant qui avait verrouillé la clé, qui regardait l'arbitre. Ok, boum, ok, on arrête. L'autre n'est pas content, mais après, écoute, quand tu lui expliques, tu fais écoute, c'est ça où tu pètes ton bras. Ça en vaut pas la peine. Et ça en vaut pas la peine. Et beaucoup parmi nous ont expérimenté des blessures où t'as pas voulu taper sur une clé de cheville ou quoi que ce soit. Et en fait, après, t'es pendant un mois minimum, un mois et demi où t'es sur le carreau et tu dis, mais attends, ça vaut pas le coup quoi. Non. Tu sais, je suis là pour me faire plaisir. Ok, on est en compétition. Ok, ceci, enfin plein de choses, mais je veux dire, tranquille les mecs, cool, on fait un sport. Tu vois ce que je veux dire? Notre vie n'est pas en jeu, c'est ça que je veux dire. Relativisons, mais soyons déterminés malgré tout.
Donc Tu si vois, je comprends bien, en fait, toi tu dis, ce qui est important, c'est, enfin, en gros, un bon conseil, c'est l'humilité et la discipline. En gros, Exactement, c'est ça, c'est voilà. avancer avec des objectifs, pas vouloir tout faire, pas vouloir brûler les étapes, et Exactement. en même temps, bah, se dire, c'est qu'un sport, on peut perdre. On peut perdre, on gagne, on perd, on avance, tu sais. C'est hyper dur ça quand même. Ah, c'est hyper dur. D'accepter de perdre. Mais si t'acceptes pas de perdre, ne fais fais pas pas de du jiu-jitsu. JB, quoi. De toute façon, enfin, j'ai envie de dire, c'est un petit peu comme dans tout. Je veux dire, enfin, là, on repart dans quelque chose d'un peu plus personnel, mais c'est comme aimer quelqu'un. Je veux dire, c'est Exactement. accepter à un moment ou à un autre de le perdre. Exactement. C'est si on se lance dans quelque chose comme ça, Tu sais c'est jamais. que on ne peut pas le faire que pour le côté positif, que pour la gagne. C'est Exactement. impossible. Il faut Exactement. accepter. Il faut prendre aussi le côté négatif. On n'a pas est le d'accord, on est d'accord. Il faut accepter de perdre. De toute façon, comme je te le dis, si tu n'acceptes pas de perdre, alors au JB, pour le sujet qui nous intéresse, fais pas de compétition. Et tu seras le champion dans ta salle de bain, quoi. C'est tout. Enfin, à un moment donné, Un moi, gros je suis clair. poisson dans une petite Tu mare. vois ce que je veux dire? C'est clair et net. Si tu n'acceptes pas de perdre, à un moment donné, dans ta tête, tu dis pas, bah, je peux perdre aussi. Ça peut arriver, je peux tomber sur un mec plus fort que moi. Bah, reste chez toi, fais pas de compétition. Tu vois? Je ne dis pas, écoute, il faut y aller pour perdre. Attention, il faut bien comprendre ça. C'est que tu vas pour gagner. Mais ne pas se mettre dans un état de dépression parce que tu as perdu un combat en compétition. Tu vois ça, je veux dire, c'est pas grave. Tout va bien. Tu te lèves, tu es en bonne santé, tu fais de la compétition. La chance que tu as de faire de la compétition. Tu as des mecs autour de nous qui ne font pas forcément du JB, qui aimeraient faire ça, tu vois, et qui ne peuvent pas pour des raisons de santé, des raisons peut-être même financières ou quoi que ce soit, ou parce qu'ils n'ont pas cette force mentale de dire ouais, je vais me mettre à nu devant tout le monde en compétition, tu vois. Mais nous on le fait. Ouais, tranquille, tout va bien. Tu vois, c'est ça, j'essaie de relativiser toujours avec les copains, de pas y aller en étant non plus défaitiste, mais déterminé. Et le mec en face peut être plus fort que toi à un moment donné. Peut-être qu'après tu vas le battre, mais peut-être que à un moment donné il était plus fort que toi sur un aspect. Une erreur que tu as faite, regarde-toi. Au lieu de mettre le mot échec sur une défaite, mets le mot apprentissage. Et c'est ce que j'explique aux copains avec la programmation neurolinguistique, du coup, c'est de faire découvrir aux gens les leviers déclencheurs de potentiel. C'est au lieu de mettre le mot échec, mets le mot apprentissage. Parce que si tu mets le mot échec à une situation de défaite, par exemple, tu vas l'oublier et tu ne vas pas avancer. Et tu vas retomber dans les mêmes travers. Tu vois, tu vas rester dans ta zone de confort parce que tu auras peur. Non, sors de ta zone de confort. Étape par étape, tout le temps. On a toute la vie devant nous. Magnifique. C'est Magnifique, beau. tu nous as convaincu, Michael. Ok. T'es accro t'es accro au positivisme. Bah, alors c'est difficile aussi, je vais pas te mentir, des fois c'est compliqué pour moi aussi, je suis pas non plus... je suis pas Bouddha les gars, tu vois ce que je veux dire. Mais du coup, c'est vrai que je m'inspire beaucoup de l'état d'esprit de ma femme, tu vois, du coup elle m'inspire beaucoup par rapport à ça, des formations que je fais, et de mon environnement, tu vois, au boulot ou à la salle, tu vois, quand je vois les mecs évoluer, les autres profs, Julien Casier, etc. Même, tu vois, les mecs comme Braulio Estima, le mec, en termes d'humilité, il a rien à t'apprendre, quoi. Il fait ok, d'accord, ok, quand il monte une technique, et après, tu vois, à un moment donné, pendant la conférence, il échangeait avec d'autres profs, et j'essaie de me greffer, tu vois. Mais les mecs, ils étaient dans un niveau trop loin, un niveau technique, tu vois. Je fais ok, je suis resté en retrait, Julien était là en train de parler avec lui, avec d'autres, avec Carlos, etc. Et tu fais ok, d'accord, ouais. Les mecs, ils sont dans un mindset de ouf, quoi. C'est énorme. Et ils expliquent des trucs tout en étant super humble. Ils échangent. Braulio qui échange avec d'autres profs qui ne sont pas forcément champions du monde. Et tu dis, ouais, bah tu peux être champion du monde et être humble. Tu vois le délire ou pas? 4 fois champion du monde, le mec, il échange tranquillement. Et c'est ça, comme on disait, c'est que tu peux être une machine de guerre en compétition. Et cette humilité, tu peux l'avoir sur les tatamis et en dehors des tatamis. Ce n'est pas incompatible du coup. Et j'adore. Moi, j'adore. Je suis d'accord. Ah, franchement, rien à redire, c'est parfait. Pardon. Bah non, mais parce que, ouais, il y a beaucoup de personnes qui. Beaucoup de personnes qui doivent. Enfin, vraiment, parce que nous, on rencontre énormément de monde et tout, à droite, à gauche et tout ça, et notamment des jeunes qui commencent et puis qui sont. Et c'est ça, et c'est exactement tout ce que tu viens de dire qu'on a envie de leur dire, mais qu'on sait pas leur dire. Que j'aurais pas. Et c'est top. C'est top. Disons que, ouais, c'est ça. Donc là, ne pas brûler les étapes, c'est important. Tu vois, marquer ses positions. Alors, quand je dis marquer ses positions en compétition, c'est pas pour rien qu'au niveau des règles, l'arbitre compte 1, 2, 3, il annonce les points. Tu vois, c'est pas dès que tu prends la montée, tu as tes points. C'est pour apprendre aussi à te. Ok, temporise. Respire. Ouais. C'est important la respiration. J'insiste beaucoup là-dessus aussi. Du coup, avec les mecs, et les mecs le comprennent rapidement. Ouais, la respiration, c'est important.
Tu vois, plus tu vas respirer, plus tu vas être lucide. Plus tu vas être lucide, plus tu vas gérer facilement les situations à ton avantage ou à ton désavantage. Et donc, ça te permet d'être cool, quoi. Tu vois, ok, bam, bam, cool. Quand tu vois certains mecs tourner, tu fais, ouais, mais les mecs, en fait, ça va, il stresse pas, lui. Tout va bien. Tout va bien, non, tranquille, boum, c'est une télécommande. Boum, il fait ci, il fait ça, il pose sa main là, ok. Et quel que soit le niveau, tu vois. Donc, c'est pas parce que tu es ceinture noire que tu auras ce mindset, forcément. Justement, il faut l'apprendre rapidement pour pouvoir aller encore plus loin que nous, on peut se positionner. Tu vois le délire? Aller encore plus loin que nous-mêmes. C'est ça l'idée. C'est que les jeunes générations, de compétiteurs ou pas, ou les gamins, 10 ans, 11 ans, 12 ans, etc., puis aller encore plus loin que nous. Tu vois, le but c'est quoi? C'est que réellement, ce que j'aimerais, c'est que un Français, ceinture noire adulte, gagne les championnats du monde en ceinture noire, quoi. Tu vois, devant des têtes d'affiche, et je fais, ah ouais, ok, ouais. Et parce que on le l'a mec... déjà eu, hein, ça. Hein. Non, mais en adulte, au championnat du monde, on l'a déjà eu, ça? Ah ouais, il y a eu Laurence Cousin. Oui, c'est vrai. Femme, ouais. Femme. Homme, c'est pas encore arrivé. Homme, c'est pas arrivé. Alors, pardon, Laurence, je m'excuse. Parce qu'en plus, elle est super cool. Elle va pas être contente. Non, elle va pas être contente, elle aura raison. On lui dira où te trouver. Ouais, non, mais elle sait en plus. En plus, j'ai croisé Open de Paris, elle est super cool. Non, mais c'est vrai, c'est mauvais plan de ma part. Je m'excuse. Ok, on coupera. Et on l'enlèvera au montage. Pas de problème. Bah écoute, c'est sur cette note très positive sur Laurent. Attends. Moi, avant, je voudrais savoir. Je voudrais savoir. Pour toi, aujourd'hui, un compétiteur en France. Par rapport à tout ce que tu viens de nous dire, maintenant, juste un compétiteur en France. Ok. Toute ceinture confondue, Ouais, toute ceinture catégorie de club et de machin confondus. Un compétiteur pour toi en France. En France, il y a un mec que j'aime bien, du coup, c'est. Putain, il y en a tellement, ça va faire déjà. Ouais. Tu vois, c'est compliqué parce que Ouais. ménager la. Ouais, waouh. Le compétiteur en France que j'aime bien. Mais c'est pas forcément qui gagne, mais c'est qui est partout, enfin tu vois, Ouais. qui t'impressionne de par justement tout ce que tu viens de nous expliquer, où tu te dis bah il est là-dedans. J'aime bien. Je peux en dire un ou deux. Allez, vas-y, pas de problème. Ouais, non. Mais, mets Laurence Cousin dedans, je te conseille. Ouais, bien sûr, Laurence Cousin, bah. Forcément, championne du monde. C'est-à-dire, à un moment donné, elle a mis tout le monde d'accord aussi. Tu vois, elle a mis tout le monde d'accord et elle avait participé à un gros événement il y a quelques temps de ça où elle avait combattu contre une championne du monde. Ça rattrape-toi, vas-y. Voilà. Vas-y. Et Au Polaris, exactement. du coup, j'avais trouvé son combat super bien, tu vois. Après, t'as des mecs, alors, dans un premier temps, pour parler de mes potes à l'AGV Paris, il y a Willy que franchement j'admire beaucoup ce qu'il fait, comme on en a parlé. Le mec, son histoire est extraordinaire et il va tout le temps en compète. Avant, il fait ouais, j'ai envie d'y aller, il râle. Puis après, il y va quoi. Et il y va et puis il y va à fond et il est content. Et, dedans, tu vois, il y va dedans et dedans. j'adore, tu vois. Ouais. Après, un autre compétiteur qui m'a. Après, je vais te dire, si je te cite les mecs de la Z-Team, ouais, je suis pas original quoi. Genre, les mecs sont. Il y en a tellement, mais Samuel Molin, j'aime bien parce que on a la même génération. Il y a aucun problème, il ira même combattre contre Jackson Souza, t'as vu, à l'Open de Paris. Il est parti et pourtant sa main était en vrac, tu vois, il me l'a dit après. Le mec, il y va quoi. Felipe Pena, l'an dernier, il est parti, il a accepté le combat, tu vois, c'est waouh. C'est ouf quoi, tu vois. J'en connais. Je suis pas sûr que tout le monde l'accepte de se mettre à nu, alors qu'en France, tu sais que ça m'a quand même. Sur une scène de théâtre. C'est une scène de théâtre sur ou une alors scène de sur une scène de théâtre avec un gros événement et un événement super bien organisé. Dernière minute. Et il est parti quoi. Ouais. Tu vois, il est parti et tu te dis ouais quand même quoi. T'en as plein. Putain, t'en as plein. Les mecs en fait, j'estime que. Tu nous en as cité deux. Ouais, voilà, bon. j'en ai plein. Voilà, j'ai essayé de pas voilà. Pardon pour les autres, mais vraiment je pense beaucoup à vous et on en parlera plus tard. Mais ouais, les mecs, voilà, c'est ça. Après, je dis toujours, faut pas que ça soit une obligation la compétition. Si vous vous sentez obligé de le faire, vous prenez pas la tête, vous allez y aller à reculons. Allez-y, tranquillement, prenez le temps d'abord. Si vous êtes débutant, c'est pas au bout d'un mois que vous y allez, faites pas la même erreur que moi. Première compète, j'avais 3 mois de pratique. Bon, bah, ok, j'y vais. Bon, après, mauvaise expérience du coup, sur le moment. Mais non, faut y aller. Vas-y en étant sûr de ce que tu veux faire. Sûr de ce que tu veux faire et te dire du coup que, ok, ça va te faire avancer toi déjà. Toi, tu vas apprendre beaucoup sur toi-même et tu vas te retrouver à nu face aux autres, mais aussi tu vas savoir quelles sont vraiment tes faiblesses, tes forces. Et tu vas y travailler pour corriger ça et être meilleur aussi dans la vie. En fait, pour faire de la philosophie, du coup, le JJB, c'est être meilleur chaque jour, en fait. Du coup, c'est un moyen pour moi d'être meilleur à chaque fois. Je ne parle pas de titre, attention. C'est bien si tu as des titres en plus, quoi. Tu vois, tu peux le faire. Mais déjà, si tu peux déjà être meilleur toi-même, envers toi-même, avoir de la gratitude envers toi-même, c'est pas grave. Tu peux, en combat d'entraînement, tu peux perdre tout ceinture noire que je suis. Hier,
Et j'ai tapé avec un pote ceinture bleue, et après, la vie continue, c'est quoi le problème? C'est moi qui ai déconné, lui il a été très bon. Tant pis, c'est pas grave, Ouais, je suis d'accord. tout va bien. Je suis d'accord. Te mets pas dans un état parce que je suis ceinture noire ou je suis une ceinture plus élevée que l'autre. Je dis absolument, mais non, parce que tu vas te stresser, te bloquer, et à l'arrivée, tu vas pas kiffer le moment, tu vois. Que tu sois la même équipe ou pas, kiffe le moment avec le mec en face. Tu sais, c'est un échange de techniques, c'est un truc, tu vas cool. Tu vois, et en plus, c'est des mecs qu'on connaît depuis longtemps, tranquille quoi, tout va bien, tout va bien. Top. Tous les athlètes compétiteurs, comment ils te contactent? J'ai ma page Facebook, Allez. Michael Abdullah sur Facebook, et sur Instagram, Michael GB75. D'accord. Michael GB75. Et du sur coup, Instagram. ouais, vous pouvez me voir aussi avec par mail à la Gracie Bar à Paris. Vous pouvez me contacter sur Messenger, je réponds rapidement, vraiment rapidement, de manière à ce que je puisse filer mes coordonnées directement par Messenger. Puis voilà quoi, après. Bah, parfait. Parfait, on est bon. C'est noté. On est bon. On est parfait, j'ai envie de te dire. Tu as été bon. Ouais, vous étiez bon aussi. Tu as été bon. super positif. Ouais, l'idée c'est ça en fait, c'était ça l'idée de faire transparaître cette idée-là, d'être positif quoi. Déjà si t'es positif à l'académie, tu seras positif chez toi, à l'extérieur, avec tes gamins, avec ta meuf ou ton mec ou quoi que ce soit, tranquille, tu vois. Avec les gens autour aussi quoi, tu vois, tranquille, tout va bien. C'est très clair. Eh ben écoute, merci beaucoup Mickaël, c'était un plaisir de te revoir. Ouais. Et puis bon courage pour la suite. Juste un petit mot, parce que Vas-y, ça je leur avais t'en prie, promis. Vas-y. Alors, bien sûr, bon, la Gracie Bar à Paris. Dédicace. Vous savez, dédicace à la Gracie Bar On à leur fait la Paris. bise. Voilà, Julien Casier, tous les autres profs. Dédicace à mon équipe, dans mon équipe, c'est le Holdas Commando. Manu, Willy, mon petit frère Eric et Nico qui vit à Singapour maintenant. Et tous les J'ai profs. vu un patch Holdas Commando, dans ouais. le sud-ouest. Ouais. Ouais, j'ai vu, je fais bien, c'est énorme, je les connais. Holdas Commando, on est présent aussi, ça nous fait marrer, tu vois. Et dédicace à tous les profs, tous les mecs avec qui j'ai échangé à Montréal, Bruno, LP, les mecs de la Gracie Barra aussi, mais pas que. Tu vois, tous les mecs que j'ai pu échanger des autres équipes, et même si on est concurrents sur le tatami, et on fait le même sport et on kiffe le truc, quoi. Voilà. J'adore. Parfait, c'est parfait. Merci beaucoup. Merci les gars, en tout Et cas pour merci l'opportunité. Jérémy. Merci Adrien. Et puis merci beaucoup Mickaël. Merci les gars pour l'opportunité, c'était super cool. C'est cool, à la prochaine. Salut les gars. Allez, ciao.